à tous et à toutes. Aujourd'hui, il me fait plaisir de vous présenter la toute première capsule portant sur les notions d'épidémiologie de base présentée par le groupe d'intérêt pour la recherche en médecine de l'Université Laval. Cette vidéo s'inscrit dans un contexte où l'on souhaitait vulgariser les notions d'épidémiologie qui peuvent parfois paraître complexes au départ. À la fin de cette série de capsules, sachez qu'une vidéo récapitulative portant sur l'analyse d'un article scientifique sera également présentée. Alors aujourd'hui, on commence tout doucement avec deux notions de base, les mesures d'association et les mesures d'impact. Plus précisément, on discutera du risque relatif, du rapport de cote et du risque attribuable en ce qui concerne les mesures d'association. Donc, pour commencer, le risque relatif correspond à la probabilité de survenue d'un événement dans un autre groupe soumis à un facteur donné par rapport à un autre groupe qui ne l'est pas. Plus précisément, si le risque relatif est supérieur à 1, c'est qu'il y a une augmentation du risque de l'événement. Il s'agit donc d'un effet néfaste. Si le risque relatif est inférieur à 1, c'est qu'il y a une réduction du risque de l'événement. Donc, c'est un effet protecteur. Et si le risque relatif est égal à 1, eh bien, il n'y a aucune différence entre les deux groupes, c'est-à-dire qu'aucun groupe n'est avantagé ou désavantagé par rapport à l'autre. Le risque relatif est une mesure fréquemment utilisée dans les études observationnelles et, en anglais, il correspond au relative risk, au risk ratio ou encore au rate ratio. Mathématiquement parlant, voici l'équation du risque relatif. Il s'agit en fait du rapport entre le nombre de cas positifs dans le groupe exposé sur le nombre total de cas dans le groupe exposé, le tout divisé par le nombre de cas positifs dans le groupe non exposé sur le nombre total de cas dans le groupe non exposé. Alors, dans cet exemple, un chercheur s'intéresse à savoir si le nouveau médicament qu'il a mis au point provoque plus ou moins de vomissements par rapport à un placebo. Pour ce faire, il compare un groupe recevant son médicament, c'est-à-dire le groupe exposé, à un groupe qui ne reçoit pas le médicament, c'est-à-dire le groupe non exposé qui reçoit un placebo. En calculant le risque relatif, on obtient une valeur de 6. Étant donné que le risque relatif est supérieur à 1, c'est qu'il y a une augmentation du risque de l'événement dans le groupe exposé par rapport au groupe non exposé. Plus précisément, si on s'intéresse à calculer la proportion d'augmentation du risque relatif, il faut soustraire au risque relatif obtenu la valeur 1, c'est-à-dire la valeur nulle du risque relatif, et en multipliant par 100, on obtient un pourcentage, dans ce cas-ci, 500%. Si le risque relatif obtenu était inférieur à 1, c'est qu'il y aurait alors une diminution du risque, et pour calculer la proportion, il faudrait soustraire le risque relatif à 1, c'est-à-dire la valeur nulle. Maintenant, en ce qui concerne le rapport de cote, eh bien, il s'agit du rapport entre deux cotes témoignant de la force du lien entre l'exposition à un facteur de risque et la survenue d'une affection. En suivant le même principe que le risque relatif, si le rapport de cote est supérieur à 1, c'est qu'il y a une augmentation du risque de l'événement. Si le rapport de cote est inférieur à 1, c'est qu'il y a une réduction du risque de l'événement. Et s'il est égal à 1, c'est qu'il n'y a aucune différence entre les deux groupes. Le rapport de cote est fréquemment utilisé dans les études cas témoins et il correspond au odds ratio en anglais. Mathématiquement parlant, voici l'équation du rapport de cote qui est un peu plus simple que celle du risque relatif, dans laquelle on s'intéresse à comparer le nombre de cas positifs dans le groupe exposé et non exposé sur le nombre de cas négatifs dans le groupe exposé et non exposé. Dans cet exemple, on s'intéresse à savoir si un anticoagulant provoque plus ou moins de saignement par rapport à un placebo.
Pour ce faire, on expose 2 groupes de patients à un médicament, c'est-à-dire à l'anticoagulant, et à un placebo, donc dans le groupe non exposé. En calculant le rapport de cote, on obtient une valeur de 2,28 qui est supérieure à 1. Alors, plus précisément, ça signifie qu'il y a 2,28 fois plus de risque de développer des saignements dans le groupe exposé par rapport au groupe non exposé. Voici un exemple un peu plus concret tiré d'une étude scientifique qui est citée au bas de cette diapositive, dans laquelle on retrouve un tableau de données qui compare les chances de décéder au jour 90 dans un groupe avec une pneumonie acquise en communauté par rapport à un groupe qui n'est pas atteint d'une pneumonie acquise en communauté. Dans chacun des 2 groupes, on compare 2 sous-groupes, c'est-à-dire un groupe qui reçoit des corticostéroïdes par rapport à un groupe qui reçoit un placebo. Ici, on retrouve les odds ratio ou les rapports de cote. Et dans le premier groupe, c'est-à-dire le groupe pneumonie acquise en communauté, on a un rapport de cote de 0,6, ce qui signifie qu'il y a 40% moins de chances de décéder avec les corticostéroïdes par rapport au groupe placebo dans le groupe atteint d'une pneumonie acquise en communauté. Dans le second groupe, le rapport de cote ou le odds ratio est de 0,95, ce qui signifie qu'il y a 5% moins de chances de décéder avec les corticostéroïdes que sans les corticostéroïdes dans le groupe qui n'est pas atteint d'une pneumonie acquise en communauté. Donc, dans les 2 exemples présentés, il y a une réduction du risque de l'événement dans le groupe exposé par rapport au groupe non exposé. Finalement, le risque attribuable correspond au risque de survenue d'une maladie ou d'un événement au sein d'une population exposée à un facteur donné. Il s'agit donc de la différence entre le risque de développer une maladie ou un événement chez une population exposée et une population non exposée. En suivant la même logique que précédemment, si le risque attribuable est supérieur à 1, c'est qu'il y a une augmentation du risque de l'événement. S'il est inférieur à 1, c'est qu'il y a une réduction du risque de l'événement. Et s'il est égal à 1, c'est qu'il n'y a aucune différence entre les 2 groupes. Mathématiquement parlant, l'équation du risque attribuable ressemble beaucoup à celle du risque relatif, sauf qu'ici, on s'intéresse à la différence entre les 2 rapports plutôt qu'à la division ou au quotient entre les 2 rapports, c'est-à-dire le nombre de cas positifs dans le groupe exposé sur le nombre total de cas dans le groupe exposé par rapport au nombre de cas positifs dans le groupe non exposé sur le nombre total de cas dans le groupe non exposé. Dans cet exemple, on s'intéresse à savoir si les patients fumeurs, c'est-à-dire qui sont exposés au tabagisme, sont plus ou moins susceptibles de développer une néoplasie pulmonaire par rapport à un groupe non-fumeur, c'est-à-dire non exposé au tabagisme. En calculant le risque attribuable, on obtient une valeur de 13,97%, ce qui signifie concrètement que 13,97% des cas de néoplasie pulmonaire seraient attribuables au tabagisme. Évidemment, ici, il s'agit uniquement de chiffres fictifs. Maintenant, en ce qui concerne les mesures d'impact, nous allons discuter du number needed to harm, ou le nombre nécessaire pour nuire, et le number needed to treat, ou le nombre nécessaire pour traiter. En ce qui concerne le number needed to harm, il s'agit en fait du nombre de participants qu'il faut traiter pour causer un événement. Il évalue donc le risque d'un traitement. Par exemple, lorsqu'on dit qu'on a un NNH de 374, ça signifie qu'il faut traiter 374 patients avec un médicament X pour qu'un patient développe un événement, dans ce cas-ci, un rash. À l'inverse, le number needed to treat correspond au nombre de participants qu'il faut traiter pour prévenir un événement.
Le number needed to treat évalue donc l'efficacité d'un traitement. Par exemple, lorsqu'on dit qu'on a un NNT de 9, ça signifie qu'il faut traiter 9 patients avec un médicament Y pour prévenir un événement, dans ce cas-ci, un infarctus du myocarde. Donc, si vous avez bien compris, idéalement, on souhaite que le NNT soit le plus petit possible, ce qui signifie que le traitement ou le médicament est très efficace, et on souhaite que le NNH soit le plus élevé possible, ce qui signifie que le traitement ou le médicament comporte peu de risques. Donc voilà, c'est ce qui met fin à la première partie de cette série de capsules. Merci énormément pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour rester à l'affût des prochaines vidéos à saveur épidémiologique. Merci et à la prochaine.